Je m'appelle Henri Dubois, j'ai 74 ans, et je vais vous raconter comment mon propre fils m'a abandonné comme un chien dans un hôpital parisien. Mais croyez-moi, cette histoire ne finira pas comme il l'espérait. C'était un mardi glacial de février 2024. La Seine était grise comme mon cœur ce jour-là, et les rues de Paris étaient recouvertes de cette neige sale qui transforme la ville lumière en labyrinthe boueux. J'étais aux urgences de l'hôpital Saint-Antoine, dans le 12e arrondissement, après avoir fait un malaise dans mon appartement de Belleville. Mon fils Antoine, 45 ans, était arrivé en trombe avec sa BMW flambant neuve, celle que j'avais financée, soit dit en passant. « Papa, tu vas voir, tout va bien se passer », m'avait-il dit en me tenant la main. Ces mots résonnent encore dans ma tête comme une cruelle plaisanterie. Les médecins m'ont gardé 3 jours pour des examens approfondis. Mon cœur avait des ratés. Mes jambes ne me portaient plus comme avant. Et à 74 ans, on ne se remet pas d'un malaise comme à 30 ans. Le docteur Moreau, un homme dans la cinquantaine avec des lunettes qui glissaient sur son nez, m'avait expliqué que j'avais besoin d'aide à domicile, au moins temporairement. « Monsieur Dubois, vous ne pouvez pas rentrer seul chez vous dans cet état. Il faut quelqu'un pour vous accompagner, s'assurer que vous prenez vos médicaments, vous aider dans les gestes du quotidien. » Antoine était là, assis sur cette chaise en plastique inconfortable des hôpitaux, pianotant sur son téléphone. Quand le médecin a parlé, il a levé les yeux 1 seconde, puis les a replongés sur son écran. « Docteur, combien de temps ?» avait-il demandé d'un ton sec. « Au moins 2 semaines, peut-être plus selon l'évolution. » J'ai vu quelque chose changer dans le regard de mon fils. Cette lueur d'impatience que je connaissais bien, celle qu'il avait déjà enfant quand il voulait se débarrasser d'une corvée. Le 3e jour, jeudi matin, Antoine est arrivé vers 10 heures. Il portait son costume gris anthracite, celui qu'il mettait pour ses rendez-vous importants. Ses chaussures italiennes claquaient sur le carrelage blanc de l'hôpital avec cette arrogance que seules les chaussures à 500 € savent avoir. « Papa, j'ai parlé avec Nathalie », m'a-t-il dit en s'asseyant au bord du lit. Nathalie, sa femme, une femme froide comme un iceberg qui n'avait jamais caché son mépris pour moi. On a réfléchi, et franchement, ce serait mieux que tu ailles en maison de repos quelque temps, le temps que tu récupères. Mes mains se sont mises à trembler, pas à cause de mon état, mais à cause de la rage qui montait en moi comme une marée noire. Antoine, mon garçon, je n'ai pas besoin d'une maison de repos, j'ai juste besoin d'un peu d'aide. Tu pourrais venir quelques jours chez moi, ou je pourrais venir chez vous. Son visage s'est durci. Cette expression que je lui avais vue prendre la première fois quand il avait 16 ans et que je l'avais surpris à voler de l'argent dans mon portefeuille. Papa, sois réaliste. Nathalie et moi, on travaille tous les deux. Les enfants ont leurs activités. On n'a pas le temps de jouer les infirmières. Jouer les infirmières. Ces mots m'ont transpercé comme une lame rouillée. Cet homme que j'avais élevé seul après la mort de sa mère, que j'avais nourri, habillé, pour qui j'avais travaillé 12 heures par jour dans mon atelier de menuiserie pendant 20 ans, me parlait comme si j'étais un fardeau. « Antoine, j'ai 74 ans, pas 94. Je peux encore me débrouiller, j'ai juste besoin. » « Papa, arrête. Tu es fatigant avec tes jérémiades. On a trouvé une place au jardin de Seine, à Boulogne. C'est très bien, tu verras. » Les jardins de Seine. J'avais entendu parler de cet endroit, un mouroir déguisé en résidence de luxe où les familles parisiennes abandonnent leurs parents gênants. 3 000 € par mois pour une chambre de 15 mètres carrés et 3 repas insipides. Et si je refuse? Antoine a soupiré, ce soupir exaspéré qu'il avait perfectionné au fil des ans. « Papa, tu n'as pas le choix. Les médecins disent que tu ne peux pas vivre seul. Soit c'est la maison de repos, soit c'est l'hôpital de long séjour. À toi de voir. » C'est là que j'ai compris. Mon fils n'était pas venu me voir par amour ou par inquiétude. Il était venu régler un problème. Je n'étais plus son père, j'étais devenu un dossier à classer. L'infirmière est arrivée à ce moment-là, une jeune femme blonde aux yeux bienveillants qui s'appelait Claire. « Monsieur Dubois, votre fils nous a dit que vous alliez être transféré en maison de repos. Il faut juste signer quelques papiers et... »
Je n'ai rien signé du tout, ai-je coupé, ma voix plus forte que je ne l'aurais cru possible. Antoine s'est levé brusquement, faisant grincer la chaise sur le sol. Papa, ne rend pas les choses plus difficiles qu'elles ne le sont. Difficiles pour qui, Antoine? Pour toi? Il a regardé sa montre, cette Rolex que je lui avais offerte pour ses 40 ans avec mes économies. Écoute, je dois y aller. J'ai un rendez-vous important à 11h30. On reparlera de tout ça ce soir. Il s'est penché pour m'embrasser sur le front, un baiser froid et mécanique, et il est parti. Ses pas résonnaient dans le couloir, s'éloignant de plus en plus, emportant avec eux toute l'affection que j'avais cru voir dans ses yeux. Attendez, avant de continuer cette histoire qui va vous retourner l'estomac, j'ai besoin de votre soutien. Si vous êtes en train de m'écouter en cuisinant, arrêtez-vous une seconde. Si vous êtes dans le métro, dans votre voiture ou simplement chez vous, prenez un moment. Cette histoire, elle me tient à cœur parce qu'elle nous concerne tous. Chacun d'entre nous a un père, une mère, et un jour, nous serons peut-être dans la même situation qu'Henri. Alors, s'il vous plaît, laissez-moi un petit like pour me dire que vous êtes là, que vous m'écoutez. Et surtout, dites-moi en commentaire si vous avez déjà vécu quelque chose de similaire, ou si cette histoire vous révolte autant que moi. Vos témoignages sont précieux. Ce soir-là n'est jamais arrivé. Ni le lendemain, ni le surlendemain. 3 jours ont passé dans cette chambre d'hôpital. 3 jours où j'ai attendu qu'Antoine revienne, qu'il me dise que c'était une plaisanterie, que bien sûr il allait s'occuper de moi. Claire, l'infirmière, venait me voir plusieurs fois par jour. Elle avait ce regard inquiet des soignants qui en ont trop vu. « Monsieur Dubois, votre fils n'a toujours pas donné signe de vie. Les assistantes sociales vont passer vous voir. » Les assistantes sociales. Ces mots résonnaient comme un glas dans ma tête. J'étais devenu un cas social. Moi qui avais travaillé toute ma vie, payé mes impôts, élevé mon fils dans la dignité, j'étais maintenant un dossier sur le bureau d'une fonctionnaire débordée. Madame Lefebvre est arrivée le vendredi matin. Une femme d'une 50aine d'années, aux cheveux gris tirés en chignon strict, avec des yeux fatigués qui avaient dû voir passer des centaines de vieillards abandonnés comme moi. « Monsieur Dubois, je suis désolé de la situation. Nous avons essayé de joindre votre fils plusieurs fois, mais il ne répond pas à nos appels. » Elle a posé un dossier beige sur la table de nuit, ce genre de dossier administratif qui sent la bureaucratie et l'indifférence. « Nous avons plusieurs solutions à vous proposer. Il y a effectivement une place disponible au Jardin de Seine, mais c'est assez coûteux. Sinon, nous avons des places dans d'autres établissements, plus modestes mais... Plus modestes, vous voulez dire moins chers. » Elle a hoché la tête avec cette compassion professionnelle qu'on apprend dans les formations. « Monsieur Dubois, je ne vais pas vous mentir. Sans le soutien de votre famille, vos options sont limitées. Vous touchez une retraite convenable, mais pas suffisante pour les établissements haut de gamme. J'ai fermé les yeux. 75 ans de vie, 40 ans de travail acharné, et je me retrouvais à devoir choisir entre différents niveaux de mouroir selon mes moyens financiers. Est-ce que je peux rentrer chez moi? Seul? Le docteur Moreau a été très clair. Dans votre état actuel, c'est impossible. Il faudrait quelqu'un pour vous aider, au moins les premières semaines. Quelqu'un pour m'aider. La seule personne qui aurait dû être là était en train de m'ignorer, comme si j'avais cessé d'exister. Cette nuit-là, allongé dans ce lit d'hôpital qui sentait l'eau de Javel et la désolation, j'ai repensé à toutes ces années où j'avais cru élever un fils aimant. Les matchs de football du dimanche matin au stade de Belleville, où je l'accompagnais malgré mes samedis de travail qui finissaient tard. Les vacances d'été à Deauville dans cette pension de famille miteuse, mais où on était heureux tous les deux. Les nuits blanches quand il avait la fièvre, quand sa mère Marie n'était plus là pour s'en occuper. Marie, ma femme bien-aimée, morte d'un cancer à 38 ans, quand Antoine n'en avait que 12. Elle qui me disait toujours « Henri, élève-le bien notre garçon. Un jour, il s'occupera de nous. » Comme elle s'était trompée. Le lundi matin, une aide-soignante que je ne connaissais pas est entrée dans ma chambre avec un plateau repas et un sourire forcé. « Monsieur Dubois, votre fils a appelé ce matin. Il a parlé avec l'administration. » Mon cœur a fait un bond. Enfin,
Il avait retrouvé la raison, il allait venir me chercher. Il a dit qu'il était d'accord pour les jardins de Seine. Il va s'occuper des formalités financières et du transfert. Le plateau m'est tombé des mains. Le bruit de la vaisselle qui se brise sur le carrelage a résonné dans la chambre comme le bruit de mon cœur qui se cassait définitivement. Antoine avait appelé, pas pour prendre de mes nouvelles, pas pour s'excuser, pas pour me dire qu'il venait me chercher. Il avait appelé pour signer mon arrêt de mort sociale. Au jardin de Seine, on me donnait 6 mois d'espérance de vie sociale. Après ça, on ne remonte jamais. On devient ce vieux monsieur au bout du couloir que les familles visitent le dimanche par obligation, de plus en plus rarement, jusqu'à ce que même l'obligation disparaisse. Mais ce que mon fils Antoine ne savait pas, ce qu'il allait découvrir très bientôt, c'est qu'Henri Dubois n'était pas le vieillard fragile et démuni qu'il pensait pouvoir abandonner comme un chien. J'avais mes secrets, des secrets que même lui ignorait. Et ces secrets allaient bientôt transformer sa vie parfaite en véritable cauchemar. Car voyez-vous, quand on vous abandonne, quand on vous trahit de la façon la plus cruelle qui soit, il ne reste plus qu'une chose à faire, reprendre le contrôle de sa vie et montrer à celui qui vous a détruit que vous n'étiez pas la proie facile qu'il croyait. L'histoire de ma vengeance ne faisait que commencer. Le transfert au jardin de Seine a eu lieu un mercredi pluvieux. Une ambulance banalisée, le genre qu'on utilise pour les transports non urgents, est venue me chercher à l'hôpital. Même pas Antoine. Il avait payé 150 € pour qu'on me transporte comme un colis. L'établissement de Boulogne-Billancourt ressemblait exactement à ce que j'imaginais, une façade moderne qui cachait mal l'odeur de désinfectant et de résignation. Madame Roussel, la directrice, m'a accueilli avec ce sourire commercial qu'on réserve aux nouveaux résidents et à leurs familles. « Monsieur Dubois, votre fils nous a tout expliqué. Vous allez voir, vous serez très bien ici. Nous avons des activités, une belle salle commune. Votre fils. » Ces mots me donnaient envie de vomir. Mon fils qui n'était même pas venu voir la prison dorée où il m'enfermait. Ma chambre du 2e étage donnait sur un parking. 15 mètres carrés avec un lit médicalisé, une armoire en mélaminé blanc et une chaise en plastique. Pour 200 € par mois. Antoine avait visiblement choisi l'option « débarrassons-nous-en » avec la conscience tranquille. Le premier soir, allongé sur ce matelas qui sentait tous les vieillards qui y avaient dormi avant moi, j'ai sorti de ma poche intérieure le petit carnet en cuir noir que je gardais toujours sur moi. Personne ne connaissait l'existence de ce carnet, pas même Antoine. À l'intérieur, il y avait des numéros de téléphone, des adresses, des noms, des contacts que j'avais gardés précieusement pendant toutes ces années. Car ce que mon fils ignorait, c'est qu'Henri Dubois n'avait pas toujours été qu'un simple menuisier de Belleville. Dans les années 80-90, mon atelier de menuiserie était devenu bien plus qu'un simple commerce. C'était un point de passage obligé pour certaines personnes qui avaient besoin de mes services très particuliers. Pas pour faire des armoires ou des commodes, non. Pour faire disparaître des preuves, modifier des documents, créer des cachettes que même la police ne pouvait pas trouver. J'ai toujours été doué de mes mains, mais j'étais encore plus doué pour garder les secrets. Et quand on garde les secrets des bonnes personnes, on se fait des alliés puissants. François Martineau était l'un d'eux. Dans les années 90, c'était un petit comptable discret qui s'occupait des finances de personnes qui préféraient rester dans l'ombre. Aujourd'hui, à 65 ans, François était devenu l'un des experts comptables les plus influents du 16e arrondissement. Il gérait les fortunes de dizaines de familles parisiennes, y compris celle d'Antoine. Oui, vous avez bien entendu. Le comptable de mon fils était un homme qui me devait sa liberté. Le lendemain matin, j'ai demandé à utiliser le téléphone de l'établissement. L'aide-soignante, une femme d'origine africaine qui s'appelait Fatou et qui avait de la gentillesse dans les yeux, m'a accompagné jusqu'au bureau. « Allô François, c'est Henri Dubois. » Un silence au bout du fil, puis une voix que je reconnaissais malgré les années. « Henri ? Mon Dieu, ça fait si longtemps. Comment allez-vous ? » « Pas très bien François, j'ai besoin de vous voir, c'est urgent. » « Bien sûr. Où êtes-vous » Je lui ai donné l'adresse des jardins de Seine. François a marqué une pause. « Vous êtes en maison de repos ?» C'est une longue histoire.
Pouvez-vous venir cet après-midi? J'arrive. François est arrivé vers 15 heures, au volant de sa Mercedes classe S noire. Il portait un costume sur mesure et avait cette prestance que seul l'argent peut donner. Mais quand il m'a vu dans la salle de visite, j'ai lu dans ses yeux la même reconnaissance que 30 ans plus tôt. « Henri, que s'est-il passé? Pourquoi êtes-vous ici ?» Je lui ai raconté toute l'histoire. L'hôpital, l'abandon d'Antoine, le transfert forcé. François m'écoutait en fronçant les sourcils, et plus je parlais, plus je voyais la colère monter dans ses yeux. « Antoine Dubois, ce n'est pas possible. C'est votre fils? Vous le connaissez ?» François a hoché la tête, l'air grave. « Henri, Antoine est l'un de mes clients depuis 5 ans. Sa société de conseil en marketing, Dubois & Associés, je gère tous ses comptes. Le monde était décidément petit. Trop petit pour Antoine. François, j'ai besoin de savoir exactement quelle est sa situation financière. Tout. Les comptes, les biens, les dettes, les investissements. » François m'a regardé longuement. Il savait que je n'étais pas homme à demander ce genre d'informations par simple curiosité. « Henri, vous savez que c'est délicat. Le secret professionnel. François, vous souvenez-vous de ce soir de novembre 1991, quand la police est venue fouiller votre bureau? Son visage s'est assombri. Bien sûr qu'il s'en souvenait. Cette nuit où j'avais travaillé jusqu'à 4 heures du matin pour créer une cache parfaitement invisible dans le mur de son bureau. Une cache qui contenait des documents compromettants que les enquêteurs n'ont jamais trouvés. Je m'en souviens parfaitement. Sans cette nuit-là, vous seriez sorti de prison il y a 10 ans, pas avec une fortune de plusieurs millions d'euros. » François a soupiré et a sorti de sa mallette une tablette électronique. « Que voulez-vous savoir exactement ?» Pendant l'heure qui a suivi, François m'a dressé un portrait financier complet de la vie de mon fils. Et ce que j'ai découvert m'a donné envie de rire et de pleurer à la fois. Antoine Dubois, le fils si prospère qui n'avait pas les moyens de s'occuper de son père, possédait un appartement de 180 mètres carrés avenue Foch, évalué à 2,8 millions d'euros. Sa société de conseil générait un chiffre d'affaires annuel de 800 000 euros. Sa femme Nathalie travaillait dans une galerie d'art du Marais et gagnait 400-500 euros par mois. Il possédait 2 voitures de luxe, un compte épargne de 150 000 euros et un portefeuille d'actions de 300 000 euros. Mais il y avait mieux. Antoine avait contracté un crédit de 50 000 euros 6 mois plus tôt pour des travaux dans la maison de famille. Quelle maison de famille? La maison de Deauville que j'avais achetée dans les années 80 et que j'avais mise à son nom quand il s'était marié, pour qu'il puisse y emmener ses enfants comme je l'y avais emmené. Mon fils avait utilisé ma maison comme garantie pour emprunter de l'argent, sans même me le dire. François, cette maison de Deauville, elle est toujours au nom d'Antoine? Officiellement oui, mais Henri... François a marqué une pause, me regardant avec des yeux inquiets. Il y a quelque chose que vous devez savoir. Antoine a des problèmes financiers. Sa société est en difficulté depuis 1 an. Il a perdu plusieurs gros clients et les charges fixes sont importantes. Sans ce crédit de 50 000 euros, il était en cessation de paiement. Alors voilà la vérité. Mon fils ne m'avait pas abandonné par négligence ou par égoïsme. Il m'avait abandonné par calcul. S'occuper de moi coûtait de l'argent et du temps, 2 choses qu'il ne pouvait pas se permettre de perdre. La maison de repos réglait le problème de sa conscience à un coût qu'il pouvait encore assumer. Et surtout, elle l'éloignait de ses affaires qui partaient en eau de bouillon. François, j'ai une dernière question. Cette maison de Deauville, est-ce que légalement je peux la récupérer? François a tapé sur sa tablette pendant quelques minutes, consultant visiblement des documents. Henri, techniquement, cette donation peut être révoquée dans certaines circonstances, notamment en cas d'ingratitude caractérisée du donataire envers le donateur. Ingratitude caractérisée. Les juristes ont parfois des expressions merveilleusement précises. Et comment procède-t-on? Il faut un avocat spécialisé en droit de la famille. Et il faut des preuves de cette ingratitude. Des preuves, j'en avais. 3 semaines dans une maison de repos où mon fils n'était jamais venu, ça constituait déjà un début de preuve solide.
Après le départ de François, je suis remonté dans ma chambre avec un sentiment que je n'avais pas ressenti depuis longtemps. L'espoir. Mais ce n'était pas l'espoir de retrouver un fils aimant. C'était l'espoir de lui donner une leçon qu'il n'oublierait jamais. Le soir même, j'ai écrit une lettre. Une lettre que j'ai confiée à Fatou pour qu'elle la poste le lendemain matin. Cher maître Vasseur, je me permets de faire appel à vos services concernant une affaire de révocation de donation pour ingratitude caractérisée. Maître Vasseur était un avocat que j'avais connu dans les années 90, un homme dur et implacable qui ne perdait jamais ses procès. Il me devait quelques services, lui aussi. En 3 jours, j'avais mis en place le début de ma contre-attaque. Antoine croyait s'être débarrassé du problème Henri Dubois en me parquant dans cette maison de repos. Il allait découvrir que le vieux menuisier de Belleville avait encore quelques ressources insoupçonnées. Le dimanche suivant, Antoine est finalement venu me rendre visite. Il était 16 heures, et il avait cette mine contrariée de quelqu'un qui accomplit un devoir désagréable. « Papa, comment tu vas? Tu t'habitues bien ici ?» Il parlait fort, comme on parle aux sourds, et avait ce sourire crispé qu'on réserve aux malades en phase terminale. « Ça va, mon garçon. J'ai eu de la visite cette semaine. »« Ah bon? Qui ?»« François Martineau. Tu le connais, je crois ?» Antoine a pâli d'un coup. Ses mains se sont mises à trembler légèrement. « François, mon comptable François, qu'est-ce qu'il venait faire ici ?» On a parlé du bon vieux temps, et d'affaires plus récentes aussi. Le silence qui a suivi était si lourd qu'on aurait pu le couper au couteau. Antoine me regardait avec des yeux que je ne lui avais jamais vus. Des yeux inquiets, méfiants. « Papa, qu'est-ce que tu manigances ?»« Moi, rien du tout, mon garçon. Je suis juste un vieux monsieur en maison de repos, tu te souviens? Quelqu'un de trop fatigant pour qu'on s'occupe de lui. » Antoine s'est levé brusquement. « Il faut que j'y aille. Nathalie m'attend. » Il est parti sans m'embrasser, et moi, pour la première fois depuis 3 semaines, j'ai souri. Un vrai sourire. La guerre venait de commencer. Maître Jean-Claude Vasseur s'est déplacé au jardin de Seine le mardi suivant. À 68 ans, cet homme imposant aux cheveux blancs, parfaitement coiffé, n'avait rien perdu de sa prestance d'autrefois. Son costume 3 pièces et sa serviette en cuir véritable en imposaient même au personnel de la maison de repos. « Henri, mon vieux ami, m'a-t-il dit en serrant ma main avec chaleur. Quand j'ai reçu votre lettre, j'avoue que j'ai eu du mal à y croire. Votre propre fils ? Nous nous sommes installés dans le bureau que la directrice avait mis à notre disposition. Maître Vasseur a sorti un dossier de sa serviette et a chaussé ses lunettes de lecture. J'ai étudié votre situation juridique, Henri. La révocation de donation pour ingratitude caractérisée est possible, mais il faut constituer un dossier solide. Racontez-moi tout depuis le début, sans omettre aucun détail. » Pendant 2 heures, j'ai déroulé l'histoire de ma relation avec Antoine. L'enfance difficile après la mort de Marie, les sacrifices financiers pour ses études, l'aide que je lui avais apportée pour créer sa société, et finalement, cet abandon à l'hôpital qui avait tout déclenché. Henri, vous me dites qu'il n'est venu vous voir qu'une seule fois, en 3 semaines. Une seule fois, dimanche dernier, et encore pendant 20 minutes à peine. Maître Vasseur prenait des notes sur son carnet. Son visage restait impassible, mais je connaissais assez cet homme pour savoir qu'intérieurement, il bouillait de rage. Et financièrement, il pourrait vous aider ? D'après François Martineau, malgré ses difficultés actuelles, il a largement les moyens de payer une aide à domicile ou même de m'accueillir chez lui temporairement. Parfait. Henri, je vais être très clair avec vous. Cette affaire, nous allons la gagner. Mais avant de lancer la procédure, je veux que vous soyez sûr de vouloir aller jusqu'au bout. Révoquer cette donation, c'est récupérer votre maison de Deauville, mais c'est aussi déclarer la guerre à votre fils. Il n'y aura pas de retour en arrière possible. J'ai pensé à ces 3 semaines d'abandon, à ces nuits où j'avais attendu un coup de téléphone qui n'était jamais venu, à ce regard froid qu'Antoine avait eu quand le médecin lui avait expliqué que j'avais besoin d'aide. Maître, mon fils m'a déclaré la guerre le jour où il m'a abandonné à l'hôpital. Je ne fais que riposter.
Le mercredi, François Martineau est revenu me voir. Cette fois, il avait l'air préoccupé. « Henri, j'ai des nouvelles d'Antoine. Il est venu me voir hier soir, très agité. Il voulait savoir exactement ce que nous nous étions dit. Et qu'avez-vous répondu? Que vous étiez un vieil ami et que j'étais venu prendre de vos nouvelles par courtoisie. Mais Henri, il était vraiment inquiet. Il m'a posé des questions très précises sur ses comptes, ses biens, comme s'il soupçonnait quelque chose. Il a raison de s'inquiéter. » François a sorti une enveloppe de sa poche intérieure. « Henri, j'ai quelque chose pour vous. Quelque chose que j'ai découvert en épluchant plus attentivement les comptes d'Antoine. » Il a ouvert l'enveloppe et en a sorti plusieurs relevés bancaires. Regardez ces virements. Depuis 6 mois, Antoine transfère 2000 € par mois sur un compte que je ne connaissais pas. J'ai fait quelques recherches discrètes. François a marqué une pause, me regardant droit dans les yeux. Ce compte appartient à Nathalie, sa femme. Mais pas le compte joint qu'ils ont ensemble. Un compte personnel ouvert il y a 8 mois, dont Antoine ignore l'existence. Le sang s'est glacé dans mes veines. 2000 € par mois, depuis 6 mois. 12 000 € qu'Antoine pensait épargner et que sa femme détournait à son insu. Vous pensez qu'elle prépare quelque chose? Henri, j'ai 40 ans d'expérience dans ce métier. Quand une femme ouvre un compte secret et y accumule de l'argent détourné du budget familial, elle prépare sa sortie. Nathalie Dubois est en train de constituer un pécule de divorce. Tout s'éclairait. La réticence de Nathalie à m'accueillir, son hostilité constante, sa pression sur Antoine pour qu'il se débarrasse de moi. Elle ne voulait pas d'un beau-père encombrant dans un foyer qu'elle s'apprêtait à quitter. François, Antoine sait-il que sa femme le trompe financièrement? J'en doute fort. Ces virements passent dans les charges diverses et Antoine ne vérifie jamais le détail. Il fait confiance à Nathalie pour la gestion du quotidien. Pauvre Antoine. Non seulement il m'avait abandonné, mais en plus il se faisait plumer par sa propre femme sans s'en rendre compte. François a rangé les documents dans l'enveloppe. « Henri, que comptez-vous faire de cette information? Pour l'instant, rien. Mais le moment venu, elle pourrait se révéler utile. » Le soir même, j'ai eu droit à une visite surprise. Nathalie Dubois en personne, arrivée vers 19 h avec ses grands airs et son sac à main de luxe. Elle portait un manteau en cachemire noir qui avait dû coûter plus cher que ma pension mensuelle. « Henri, il faut qu'on parle. » Elle avait ce ton sec et cassant qu'elle utilisait toujours avec moi, comme si j'étais un domestique récalcitrant. « Bien sûr, ma chère Nathalie. Asseyez-vous. » Elle s'est installée sur la chaise en face de moi, croisant ses jambes avec cette élégance calculée des femmes qui savent utiliser leur apparence comme une arme. « Henri, Antoine m'a dit que vous aviez reçu la visite de François Martineau. En effet, un vieil ami qui a eu la gentillesse de venir prendre de mes nouvelles. Ne jouez pas au plus malin avec moi. François Martineau n'est pas le genre d'homme à se déplacer par simple politesse. Qu'est-ce que vous manigancez ?» J'ai souri. Cette femme était plus intelligente que je ne le pensais, et certainement plus intelligente qu'Antoine. « Nathalie, je suis un vieillard de 74 ans, en maison de repos. Que voulez-vous que je manigance? Justement, vous n'avez jamais été du genre à accepter l'injustice sans réagir. Je vous connais depuis 15 ans, Henri. Vous n'êtes pas le genre d'homme à se laisser faire. » Elle avait raison, mais elle ne savait pas à quel point. « Que voulez-vous exactement, Nathalie ?» Elle s'est penchée vers moi et j'ai senti son parfum coûteux mélangé à une odeur plus subtile, celle de la peur. « Je veux que vous laissiez Antoine tranquille. Il a assez de problèmes comme ça avec sa société. Il n'a pas besoin que son père vienne compliquer les choses. Sa société a des difficultés. Vous le savez très bien. Ne faites pas l'innocent. » J'ai décidé de jouer un peu avec ses nerfs. « Nathalie, dites-moi combien avez-vous sur votre compte personnel, celui que vous alimentez avec l'argent d'Antoine ?» Le changement sur son visage a été saisissant. Sa pâleur, ses yeux qui se sont écarquillés, ses mains qui se sont mises à trembler. Elle a mis plusieurs secondes avant de retrouver la parole. « Comment savez-vous? Ma chère belle-fille, vous n'êtes pas la seule à avoir des secrets. » Elle s'est levée brusquement, renversant presque sa chaise. « Qu'est-ce que vous voulez? De l'argent?
Je peux vous donner de l'argent si c'est ça que vous cherchez. De l'argent. Elle pensait pouvoir m'acheter avec l'argent qu'elle volait à mon fils. L'ironie de la situation était délicieuse. Nathalie, asseyez-vous. Nous allons avoir une conversation très intéressante. Elle s'est rassise, mais au bord de la chaise, prête à fuir à tout moment. Vous préparez votre divorce, n'est-ce pas? Nouveau silence. Puis un petit rire nerveux. Vous délirez, Henri. Antoine et moi, on est très heureux ensemble. 12 000 € en 6 mois sur un compte secret. Ça fait beaucoup d'épargne pour un couple heureux. Cette fois, elle a abandonné toute prétense. Ses épaules se sont affaissées et elle m'a regardé avec des yeux résignés. Antoine vous a dit quelque chose? Antoine ne sait rien. Pas encore. Qu'est-ce que vous voulez? J'ai pris mon temps pour répondre. Cette conversation prenait une tournure encore plus intéressante que prévu. Je veux savoir pourquoi vous partez. Et surtout, je veux savoir pourquoi vous m'avez poussé à bout pour que je finisse ici. Nathalie a fermé les yeux et a poussé un long soupir. Henri, vous voulez vraiment le savoir? Vous voulez vraiment connaître la vérité? Toute la vérité. Antoine n'est plus l'homme que j'ai épousé. Sa société périclite depuis 2 ans, et au lieu de prendre les choses en main, il passe son temps à se plaindre et à chercher des coupables. Il boit trop, il dort mal, il est devenu irascible avec les enfants. Elle a marqué une pause, regardant par la fenêtre le parking plongé dans l'obscurité. Et quand vous avez fait votre malaise, quand il a fallu s'occuper de vous, ça a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Antoine était déjà à bout de nerfs, et l'idée de devoir gérer votre maladie en plus de ses problèmes professionnels l'a rendu fou. Alors vous lui avez suggéré de m'abandonner ici. Je lui ai suggéré la solution la moins compliquée, oui. Mais Henri, vous ne comprenez pas. Antoine n'est plus lui-même depuis des mois. Il est devenu méchant, égoïste, calculateur. L'homme que j'ai épousé n'aurait jamais abandonné son père à l'hôpital. C'était la première fois que Nathalie me parlait avec autant de sincérité, et ce qu'elle me révélait était pire que tout ce que j'avais imaginé. Vous partez parce qu'Antoine a changé. Je pars parce qu'Antoine est devenu quelqu'un que je ne peux plus supporter, et parce que je refuse que mes enfants grandissent en voyant leur père traiter son propre père comme un déchet. Étonnant. Cette femme que j'avais toujours prise pour une calculatrice sans cœur était en train de me dire qu'elle quittait mon fils parce qu'il m'avait maltraité. Nathalie, si vous partez, que va-t-il advenir d'Antoine? Elle a haussé les épaules avec amertume. Il se retrouvera seul avec ses problèmes et ses remords. Et peut-être qu'à ce moment-là, il réalisera ce qu'il vous a fait. En rentrant dans ma chambre ce soir-là, j'ai réfléchi longuement à cette conversation. Mon plan de vengeance prenait une dimension que je n'avais pas prévue. Antoine n'était pas seulement un fils ingrat, c'était un homme en perdition qui avait sacrifié tous ceux qu'il aimait sur l'autel de ses difficultés personnelles. Mais cela ne changeait rien à ma détermination, au contraire, cela la renforçait. Il était temps qu'Antoine Dubois assume les conséquences de ses choix. Le jeudi matin, Maître Vasseur m'a appelé avec des nouvelles importantes. Sa voix au téléphone trahissait une satisfaction professionnelle que je connaissais bien. « Henri, j'ai de bonnes nouvelles. Le dossier de révocation de donation avance rapidement. J'ai tous les éléments nécessaires. L'abandon à l'hôpital, l'absence de visite, le placement en maison de repos contre votre volonté. Nous pouvons engager la procédure dès la semaine prochaine. Et les chances de succès? Excellentes. Avec un dossier aussi solide, je dirais 90%. Le tribunal ne peut pas ignorer des faits aussi flagrants d'ingratitude caractérisés. Après avoir raccroché, je me suis installé dans la salle commune pour réfléchir à la suite des événements. C'est là qu'Albert Mercier, un ancien notaire de 78 ans, qui résidait au jardin de Seine depuis 6 mois, est venu s'asseoir à côté de moi. « Henri, pardonnez ma curiosité, mais j'ai entendu parler de vos démêlés familiaux. Si vous voulez un conseil d'un vieil homme qui en a vu d'autres... » Albert était quelqu'un de discret et de sage. Nous avions sympathisé rapidement et sa présence était l'une des rares choses agréables de cet établissement. Je vous écoute, Albert. Avant de déclarer la guerre totale à votre fils, avez-vous essayé de comprendre pourquoi il en est arrivé là? Parfois, les gens font des choses terribles quand ils sont acculés. Que voulez-vous dire?
Albert a regardé autour de lui pour s'assurer que nous étions seuls. Henri, mon neveu, travaille dans une banque du 16e arrondissement. Hier soir, au téléphone, il m'a parlé d'une société de conseil qui était venue demander un rééchelonnement de ses crédits. Dubois & Associés. C'est bien la société de votre fils? Mon sang s'est glacé. Antoine était dans une situation encore plus critique que je ne le pensais. Qu'est-ce que votre neveu vous a dit exactement? Que cette société était au bord du dépôt de bilan, qu'elle avait perdu 3 gros contrats en 6 mois et que sans aide financière rapide, elle ne passerait pas l'été. L'été, nous étions en mars. Antoine avait 4 mois pour sauver sa société où c'était la faillite personnelle assurée. Albert, est-ce que votre neveu pourrait me donner plus de détails? Je peux lui demander, mais Henri, réfléchissez bien. Si votre fils perd sa société, s'il fait faillite, récupérer votre maison de Deauville ne vous donnera pas la satisfaction que vous espérez. Ce sera juste enfoncer un homme déjà à terre. Cette conversation m'a hanté toute la journée. Étais-je en train de devenir le bourreau d'un homme déjà condamné, ou étais-je simplement en train de faire justice? Le vendredi après-midi, j'ai eu ma réponse. Antoine est arrivé au jardin de Seine vers 15 heures, accompagné de ses 2 enfants, Lucas, 16 ans, et Emma, 14 ans. C'était la première fois qu'il amenait les petits-enfants me voir. Lucas avait grandi depuis la dernière fois que je l'avais vu. Il me ressemblait beaucoup au même âge. La même mâchoire carrée, les mêmes yeux noirs. Emma était le portrait de sa mère, avec cette élégance naturelle qui caractérisait Nathalie à ses débuts. « Grand-père Henri », s'est exclamé Emma en se jetant dans mes bras. « Papa nous a dit que tu étais malade, c'est pour ça qu'on ne venait pas te voir. » Malade. Antoine leur avait menti sur les raisons de mon placement ici. Lucas, plus réservé, m'a serré la main avec gravité. « Grand-père, ça va? Tu guéris bien ?» J'ai regardé Antoine par-dessus la tête de mes petits-enfants. Il évitait mon regard, fixant obstinément le sol carrelé de la salle de visite. « Je vais très bien, mes chéris. Asseyez-vous. Racontez-moi ce que vous devenez. » Pendant 1 heure, Lucas et Emma m'ont parlé de leurs études, de leurs amis, de leurs projets. Lucas voulait devenir architecte. Emma hésitait entre la médecine et l'art. Ils étaient intelligents, drôles, attachants. Mes petits-enfants étaient tout ce qu'Antoine avait de meilleur en lui. Mais ce qui m'a le plus frappé, c'est la façon dont ils regardaient leur père. Avec inquiétude, parfois avec peur. Lucas surtout surveillait constamment les réactions d'Antoine, comme s'il marchait sur des œufs. « Papa, tu peux nous acheter des boissons au distributeur ?» a demandé Emma. « Bien sûr, ma puce. » Dès qu'Antoine s'est éloigné, Lucas s'est penché vers moi. « Grand-père, papa va vraiment mal. Depuis quelques mois, il crie tout le temps à la maison. Il dit que tout le monde lui en veut, que personne ne le comprend. » Emma a hoché la tête tristement. Et maman pleure souvent dans sa chambre. Elle croit qu'on ne la voit pas, mais on sait bien qu'elle est malheureuse. Ses enfants subissaient les conséquences des problèmes de leurs parents. Ils vivaient dans un foyer où la tension était permanente, où leur père était devenu un étranger en colère et où leur mère préparait sa fuite en secret. « Grand-père », a continué Lucas, « c'est vrai que papa t'a abandonné à l'hôpital ?» La question m'a pris de court. Comment cet adolescent était-il au courant? Qui t'a dit ça? J'ai entendu maman au téléphone avec sa sœur. Elle disait que papa avait fait quelque chose de terrible et qu'elle avait honte. Antoine est revenu à ce moment-là avec les boissons. Il avait l'air encore plus tendu qu'en arrivant. « Allez les enfants, il faut y aller. Grand-père doit se reposer. »« Déjà ?» s'est plainte Emma. « On vient d'arriver. » « Emma, ne discute pas. » Le ton était sec, presque méchant. Emma s'est recroquevillée sur sa chaise et j'ai vu des larmes poindre dans ses yeux. « Antoine, » ai-je dit calmement, « laisse les enfants encore un peu. Ils me font du bien. » Il m'a regardé avec cette expression hostile que je lui connaissais maintenant. « Papa, je sais ce que tu fais. Tes petites manigances avec François, tes avocats. Tu crois que je ne sais pas ce que tu prépares ?» Lucas et Emma nous regardaient alternativement, ne comprenant visiblement pas de quoi nous parlions, mais sentant la tension monter. « Antoine,
Nous reparlerons de tout ça plus tard. Devant les enfants, ce n'est ni le lieu ni le moment. Non, justement, c'est exactement le lieu et le moment. Lucas, Emma, votre grand-père essaie de me voler ma maison. Il veut me ruiner parce qu'il n'accepte pas d'être ici. Les enfants nous regardaient avec des yeux horrifiés. Lucas s'est levé d'un bond. « Papa, qu'est-ce que tu dis? Grand-père ne ferait jamais ça. » « Oh, que si, il le ferait. Votre grand-père n'est pas l'homme gentil que vous croyez. C'est un manipulateur qui ne supporte pas qu'on lui dise non. J'ai vu rouge. Mettre nos problèmes sur le dos des enfants, les utiliser comme témoins de sa lâcheté, c'était la goutte d'eau qui faisait déborder le vase. Antoine, tu dépasses les bornes. Moi, je dépasse les bornes? C'est toi qui montes des coups tordus pour me récupérer la maison de Deauville. C'est toi qui fouilles dans mes affaires privées. » Emma s'est mise à pleurer. Lucas, lui, me regardait avec des yeux suppliants, comme s'il me demandait de dire que ce n'était pas vrai. « Antoine, tu veux vraiment que tes enfants connaissent la vérité? Tu veux vraiment qu'ils sachent comment leur père a abandonné leur grand-père à l'hôpital comme un chien ?» Le silence qui a suivi était assourdissant. Antoine était devenu blanc comme un linge. « Papa » a murmuré Lucas. « C'est vrai ce que dit grand-père ?» Antoine a regardé son fils, puis sa fille, puis moi. Pour la première fois depuis des semaines, j'ai vu de la honte dans ses yeux. C'est plus compliqué que ça. Plus compliqué, ai-je explosé. Antoine, tu m'as laissé 3 jours à l'hôpital sans nouvelles. Tu as payé une ambulance pour qu'on me transporte ici sans même venir me dire au revoir. Depuis 1 mois, tu n'es venu me voir qu'une seule fois. En quoi c'est compliqué? Lucas s'est tourné vers son père, et dans ses yeux, j'ai lu une déception profonde, définitive. « Papa, tu as vraiment fait ça ?» Antoine a ouvert la bouche, puis l'a refermée. Il n'y avait rien à dire. Les faits parlaient d'eux-mêmes. Emma s'est levée et est venue se réfugier dans mes bras. « Grand-père, je suis désolé. Je ne savais pas. » Lucas, lui, regardait son père avec une expression que je ne lui avais jamais vue. Une expression d'adulte qui découvre que son héros d'enfance n'était qu'un homme ordinaire, faible et lâche. « Allez, on y va », a dit Antoine d'une voix étranglée. « Non », a répondu Lucas fermement. « Je veux rester avec grand-père. »« Lucas, ne commence pas à me désobéir, toi aussi. Papa, tu as abandonné ton père. Comment tu veux qu'on te respecte après ça ?» Cette phrase, dite par son fils de 16 ans, a eu l'effet d'un coup de massue sur Antoine. Il s'est effondré sur sa chaise et a enfoui son visage dans ses mains. « Vous ne comprenez pas. J'ai tellement de problèmes. La société va mal. Votre mère veut divorcer. J'ai des dettes partout. Je n'arrivais plus à gérer, Il pleurait. Pour la première fois depuis qu'il était adulte, je voyais mon fils pleurer. Mais ce n'étaient pas des larmes de regret ou de repentir. C'étaient des larmes d'apitoiement sur lui-même. Emma s'est détachée de moi et est allée s'asseoir à côté de son père. « Papa, même si tu as des problèmes, ça ne justifie pas d'abandonner grand-père. Mais qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Je n'ai plus les moyens de rien. Dans 2 mois, on va peut-être perdre l'appartement. Perdre l'appartement. » Les choses étaient donc encore pires que ce que m'avait dit François. Lucas s'est assis en face de son père. « Papa, est-ce que grand-père t'a déjà abandonné quand tu avais des problèmes ?» Antoine a levé les yeux vers son fils, puis vers moi. Dans son regard, j'ai vu qu'il se souvenait de toutes ces fois où il était venu me demander de l'aide pour payer ses études de commerce, pour l'aider à créer sa société, pour lui prêter l'argent de l'apport de son appartement, pour financer le mariage avec Nathalie. Jamais, jamais je ne lui avais dit non, jamais je ne l'avais abandonné. « Non », a-t-il murmuré, « il ne m'a jamais abandonné. »« Alors pourquoi tu l'as fait ?» Antoine n'a pas répondu, parce qu'il n'y avait pas de réponse. Il avait agi par égoïsme, par lâcheté, par facilité. Et maintenant, face à ses propres enfants, il découvrait la honte de ses actes. Ce soir-là, après leur départ, j'ai pris une décision. La conversation avec Albert, la découverte de l'état financier catastrophique d'Antoine et surtout le regard déçu de mes petits-enfants m'avaient fait réfléchir. Je n'allais pas arrêter ma procédure de révocation de donation.
Antoine devait assumer les conséquences de ses actes. Mais j'allais peut-être lui donner une chance de se racheter. Une dernière chance. Le lundi suivant, j'ai demandé à Fatou d'appeler Antoine pour lui dire que je voulais le voir. Seul, cette fois. Sans les enfants, sans Nathalie, sans témoin. Juste lui et moi, pour une conversation que nous aurions dû avoir depuis longtemps. Il est arrivé vers 14 heures, l'air défait. Il avait maigri, ses yeux étaient cernés, et ses vêtements, habituellement impeccables, étaient froissés. L'homme qui se tenait devant moi n'était plus le brillant chef d'entreprise arrogant que j'avais appris à détester. C'était un homme brisé, au bout du rouleau. « Papa, tu voulais me voir ?» Sa voix était éteinte, presque inaudible. « Assieds-toi, Antoine, nous devons parler. » Il s'est installé sur la chaise en face de moi, les épaules voûtées, le regard fuyant. « Si c'est pour me faire encore des reproches, je sais déjà tout ce que tu peux me dire. » Lucas et Emma ne me parlent plus depuis vendredi. Nathalie a pris ses affaires et elle est partie chez sa sœur avec les enfants. Ma société va fermer dans 6 semaines. Tu peux être fier de toi, papa. Tu as eu ta revanche. Sa voix était amère, mais surtout fatiguée. Une fatigue profonde, celle de quelqu'un qui a perdu toutes ses illusions. Antoine, je n'ai pas eu de revanche. J'ai juste révélé qui tu étais vraiment. Et maintenant, tout le monde le sait. Il a relevé la tête et j'ai vu des larmes dans ses yeux. Tu crois que je ne sais pas que j'ai merdé? Tu crois que je ne regrette pas ce que j'ai fait? Les regrets ne suffisent pas, Antoine. Les actes ont des conséquences. Alors vas-y, achève-moi, reprends la maison, ruine-moi complètement. Au point où j'en suis, j'ai laissé passer un long silence. Dehors, il pleuvait et les gouttes frappaient la fenêtre avec cette régularité mélancolique des jours de tristesse. Antoine, raconte-moi exactement ce qui s'est passé. Pourquoi tu as fait ça? Je veux comprendre. Il m'a regardé avec surprise. Il s'attendait visiblement à ce que je l'achève, pas à ce que je cherche à comprendre. Papa, ça fait 2 ans que ma société va mal. J'ai perdu des gros clients à cause de la concurrence, les charges augmentent, les clients perdent de plus en plus tard. J'ai dû emprunter pour payer les salaires, puis emprunter encore pour rembourser les premiers emprunts. Il s'est passé les mains dans les cheveux, un geste nerveux que je lui connaissais depuis l'enfance. Et puis Nathalie qui devenait de plus en plus froide, de plus en plus distante. Les enfants qui me regardaient comme si j'étais un étranger. J'avais l'impression de couler, papa. De couler lentement mais sûrement. Et quand j'ai fait mon malaise, quand tu as fait ton malaise, ça a été la panique totale. Nathalie qui me criait que c'était le moment ou jamais de me débarrasser de toi, que si je te prenais chez nous, elle partirait. Les médecins qui parlèrent de soins longs, d'aide permanente, de dépenses. Sa voix s'est brisée. J'ai eu peur, papa. Peur de perdre ma femme. Peur de ruiner ce qui me restait de famille. Peur de ne plus pouvoir m'occuper de mes propres enfants. Alors j'ai choisi la solution de facilité. Je t'ai abandonné. Il pleurait maintenant, sans retenue, comme un enfant. Mais papa, pas un jour ne passe sans que je regrette. Pas une nuit où je ne me réveille en pensant à toi, seul dans cette chambre d'hôpital, en attendant que quelqu'un vienne te chercher. J'ai honte, papa. J'ai tellement honte que j'en suis malade. J'ai regardé cet homme de 45 ans pleurer comme un gamin, et malgré ma colère, malgré ma déception, j'ai senti quelque chose bouger dans mon cœur. Quelque chose que je croyais mort depuis le jour de l'abandon. Antoine, est-ce que tu aurais fait la même chose si ta mère avait été vivante? Il a secoué la tête violemment. Non, jamais. Maman m'aurait tué, et puis maman, c'était différent. Elle avait ce truc, cette force morale que je n'ai jamais eue. Marie, ma chère Marie qui me disait toujours que l'éducation d'un enfant, ce n'est jamais fini. Qu'on peut encore apprendre à un homme de 40 ans ce qui est bien et ce qui est mal. Antoine, ta société, elle est vraiment foutue? Complètement. J'ai des dettes pour 180 000 €. Mes derniers clients me font des procès parce que je n'arrive plus à livrer les prestations en temps et en heure. Dans 6 semaines, c'est la liquidation judiciaire. Et l'appartement? Hypothéqué. Si la société tombe, je perds tout. Et Nathalie? Antoine a eu un rire amer.
Nathalie m'a quitté samedi soir. Elle a pris les enfants et elle est partie. Elle dit qu'elle ne peut plus vivre avec un homme qui abandonne son père. Paradoxalement, j'ai éprouvé une certaine satisfaction à entendre ça. Nathalie avait peut-être ses défauts, mais elle avait des principes. Antoine, si je te donnais une chance de te racheter, qu'est-ce que tu ferais? Il a relevé la tête brusquement. Comment ça? Si je renonçais à la révocation de donation, si je t'aidais à sortir de tes difficultés financières, qu'est-ce que tu serais prêt à faire pour réparer ce que tu as cassé? Il me regardait avec des yeux incrédules. Papa, tu ferais ça? Après ce que je t'ai fait? Je ne dis pas que je vais le faire, je dis que j'y réfléchis, mais à certaines conditions. Lesquelles? Premièrement, tu me sors d'ici immédiatement. Tu trouves une aide à domicile et tu me ramènes chez moi. Deuxièmement, tu viens me voir tous les jours pendant 1 mois. Pas par obligation, pas par culpabilité, parce que tu en as envie. Antoine hochait la tête frénétiquement. Oui, bien sûr, tout ce que tu veux. Troisièmement, tu présentes des excuses publiques à tes enfants et à ta femme. Tu leur dis exactement ce que tu as fait et pourquoi c'était mal. D'accord. Et quatrièmement, j'ai marqué une pause, le regardant droit dans les yeux. Tu prends un engagement solennel de ne plus jamais abandonner quelqu'un qui a besoin de toi, que ce soit moi, tes enfants ou n'importe qui d'autre. Il s'est levé et s'est agenouillé devant ma chaise. Papa, je te le jure, sur la mémoire de maman, je te jure que je ne ferai plus jamais ça. Si tu me donnes cette chance, je passerai le reste de ma vie à me racheter. J'ai posé ma main sur sa tête, comme je le faisais quand il était petit et qu'il avait fait une bêtise. Antoine, si je fais ça, c'est parce que ta mère m'a fait promettre de ne jamais t'abandonner, même si tu m'abandonnais. Mais ce sera la dernière fois. S'il y a une prochaine fois, il n'y aura pas de pardon. Il pleurait de soulagement, tenant ma main comme s'il s'accrochait à une bouée de sauvetage. Il n'y aura pas de prochaine fois, papa. Je te le promets. Le soir même, j'ai appelé Maître Vasseur pour lui demander de suspendre la procédure de révocation de donation. J'ai aussi appelé François Martineau pour lui dire de préparer un plan de redressement pour la société d'Antoine. Vous savez quoi? Cette histoire me remue énormément, et je vois dans vos commentaires que ça vous fait le même effet. Chacun d'entre nous peut se reconnaître dans cette histoire, que ce soit dans le rôle du père ou dans celui du fils. Alors s'il vous plaît, prenez 2 secondes pour vous abonner à cette chaîne. Ça m'aide énormément. Et surtout, ça me dit que ces histoires vous touchent autant qu'elles me touchent. Et en commentaire, dites-moi ce que vous pensez de la décision d'Henri. A-t-il eu raison de donner une seconde chance à son fils? Ou auriez-vous été plus dur à sa place? Vos témoignages m'intéressent vraiment, alors n'hésitez pas à partager vos expériences. 3 jours plus tard, Antoine est revenu me chercher. Il avait trouvé une aide-soignante, Madame Fernandez, une femme d'origine espagnole de 55 ans, douce et compétente. Il avait aussi repris possession de l'appartement, car Nathalie avait finalement accepté de revenir, impressionnée par la détermination d'Antoine à réparer ses erreurs. Quand j'ai franchi le seuil de mon appartement de Belleville, après 6 semaines d'absence, j'ai eu l'impression de revenir à la vie. Mes meubles, mes objets, l'odeur familière de chez moi, tout était là, exactement comme je l'avais laissé. Antoine m'a aidé à m'installer et, fidèle à sa promesse, il est venu tous les jours, pas seulement pour prendre de mes nouvelles, mais pour passer du temps avec moi, pour discuter, pour jouer aux échecs, pour regarder ensemble les matchs de football du dimanche. Avec l'aide de François, nous avons restructuré sa société. J'ai investi 100 000 € de mes économies pour éponger les dettes les plus urgentes et lui permettre de repartir sur de nouvelles bases. Mais surtout, j'ai mis Antoine en relation avec d'anciens contacts qui pouvaient lui confier des missions. Car voyez-vous, en 40 ans de menuiserie, j'avais rencontré beaucoup de monde. Des gens influents, des gens riches, des gens qui n'oublient jamais un service rendu. Et ces gens-là avaient parfois besoin de conseils en marketing et en communication. 6 mois plus tard, Dubois & Associés avait retrouvé la prospérité. Antoine avait embauché 2 collaborateurs et déménagé dans de nouveaux bureaux près de République. Sa famille était réunie, ses enfants lui avaient pardonné
Et surtout, il avait retrouvé sa dignité. Mais l'histoire ne s'arrêtait pas là. Car ce que personne ne savait, c'est qu'Henri Dubois avait encore un dernier secret. Un secret que j'avais gardé pendant plus de 30 ans et que j'allais bientôt révéler à mon fils. 1 an après ma sortie des Jardins de Seine, j'ai demandé à Antoine de venir me voir un dimanche après-midi. Pas pour notre habituelle partie d'échecs ou pour regarder le match. Pour une conversation que j'aurais dû avoir avec lui depuis longtemps. Il faisait beau ce jour-là, et nous nous sommes installés sur la petite terrasse de mon appartement, face au toit de Belleville qui s'étendait vers Montmartre. Antoine avait retrouvé des couleurs, son sourire, sa confiance en lui. Sa société tournait bien, sa famille était unie, et nous avions reconstruit notre relation sur des bases plus solides. Antoine, il faut que je te dise quelque chose d'important. Il m'a regardé avec inquiétude. Depuis 1 an, il était devenu hypersensible à mes états d'âme, craignant toujours que je lui reproche quelque chose. « Qu'est-ce qu'il y a, papa? Tu vas bien ?»« Je vais très bien, mais il y a des choses sur mon passé que tu ignores. Des choses que ta mère savait, mais que nous avons décidé de ne jamais te dire. J'ai sorti de ma poche une clé ancienne, en laiton, qu'Antoine n'avait jamais vue. Cette clé ouvre un coffre-fort que j'ai installé dans la cave de l'immeuble il y a 30 ans. Dans ce coffre, il y a des documents, des objets, des souvenirs, et surtout, il y a un testament que j'ai rédigé il y a 20 ans. » Antoine fronçait les sourcils, ne comprenant visiblement pas où je voulais en venir. « Papa, un testament? Mais pourquoi tu me dis ça maintenant ? Parce qu'après ce qui s'est passé, après avoir vu de quoi tu étais capable dans les difficultés, j'ai décidé de modifier les dispositions de ce testament. Nous sommes descendus ensemble dans la cave humide de l'immeuble. Derrière un ancien établi que j'avais récupéré de mon atelier, se cachait un petit coffre-fort encastré dans le mur. J'ai introduit la clé et j'ai tourné la combinaison que j'étais le seul à connaître. À l'intérieur, il y avait des liasses de billets, des documents jaunis, des photos et plusieurs carnets remplis de mon écriture. Mais surtout, il y avait une enveloppe scellée marquée « Testament d'Henri Dubois, à ouvrir après ma mort. » Antoine, ton père n'a pas toujours été le simple menuisier que tu crois. Dans les années 80 et 90, j'ai rendu des services à des gens, disons, influents. Des services discrets, bien payés et parfois dangereux. J'ai sorti l'une des liasses de billets. Des coupures de 500 €, soigneusement emballées dans du plastique. Ce que tu vois là, c'est une partie de mes économies réelles. Pas les 50 000 € du livret A que tu connais. Les vraies économies d'Henri Dubois. Antoine regardait l'argent avec des yeux écarquillés. « Papa, il y a combien là-dedans ?» Dans ce coffre, 200 000 € en liquide, mais ce n'est pas tout. J'ai sorti l'un des carnets et je l'ai ouvert à une page marquée d'un signet. J'ai aussi 3 comptes bancaires en Suisse ouverts dans les années 90. Au total, 1,2 million d'euros. Et puis, il y a les investissements immobiliers. Les investissements immobiliers, la maison de Deauville que tu connais, mais aussi un appartement à Cannes, un studio à Londres et 2 garages que je loue dans le 15e arrondissement. Tout ça au nom de Sociétés Écrans que j'ai créées avec l'aide de François. Antoine s'était assis sur une caisse en bois, incapable de rester debout. « Papa, tu es millionnaire ?»« Presque. 1,8 million d'euros au total. L'héritage de 30 ans de services rendus à des gens qui payaient très bien le silence et la discrétion. » J'ai sorti le testament de son enveloppe. C'était un document dactylographié, signé et paraphé par Maître Vasseur. Dans ce testament, daté de 2004, je te léguais tout, absolument tout, parce que tu étais mon fils unique et que je t'aimais aveuglément. Antoine me regardait avec des yeux où se mélangeaient l'incrédulité et l'émotion. Et maintenant, après ce qui s'est passé, j'ai rédigé un nouveau testament. Un testament que j'ai signé la semaine dernière. J'ai sorti une nouvelle enveloppe, plus récente. Dans ce nouveau testament, je lègue 600 000 € à Lucas et Emma à parts égales, mais avec une clause. Ils ne pourront toucher cet argent qu'à leurs 25 ans,
et seulement s'ils n'ont jamais abandonné un membre de leur famille dans le besoin. Antoine a dégluti péniblement. Et le reste, soit 1,2 million d'euros, je le lègue à une fondation que j'ai créée avec Maître Vasseur. Une fondation qui aide les personnes âgées abandonnées par leur famille. Elle s'appelle la Fondation Marie Dubois, en mémoire de ta mère. Le silence qui a suivi était assourdissant. Antoine fixait le sol, les mains tremblantes. « Papa, tu me déshérites ?»« Non, Antoine, je ne te déshérite pas. Je fais mieux que ça. » J'ai sorti une dernière enveloppe, plus petite. « Voici un chèque de 200 000 euros. C'est ta part d'héritage, donnée de mon vivant. Avec cet argent, tu peux consolider définitivement ta société, acheter l'appartement où tu vis en locataire, assurer l'avenir de tes enfants. » Antoine a pris le chèque avec des mains qui tremblaient. « Mais papa, pourquoi tu me donnes ça maintenant ?»« Parce que j'ai appris quelque chose d'important cette année. L'argent qu'on donne après sa mort, ça ne sert qu'à créer des héritiers rapaces. L'argent qu'on donne de son vivant, ça crée de la reconnaissance et de l'amour. J'ai remis tous les documents dans le coffre et je l'ai refermé. Antoine, ce chèque, c'est la récompense pour avoir eu le courage de reconnaître tes erreurs et de les réparer. C'est aussi l'assurance que tu n'auras plus jamais de difficultés financières qui puissent te pousser à abandonner ceux que tu aimes. » Il pleurait maintenant, tenant le chèque contre sa poitrine. « Papa, je ne mérite pas ça. Après ce que j'ai fait, si tu le mérites. Parce que l'homme qui a eu le courage de venir s'excuser, de me sortir de cette maison de repos, de passer tous les jours me voir pendant 1 an, cet homme-là mérite une seconde chance. » Nous sommes remontés dans mon appartement en silence. Antoine tournait et retournait le chèque entre ses mains, comme s'il n'arrivait pas à croire qu'il était réel. « Papa, il y a une chose que je ne comprends pas. Si tu avais tout cet argent, pourquoi tu ne m'as jamais dit que tu pouvais m'aider pour ma société ?» J'ai souri. C'était exactement la question que j'attendais. Parce que mon fils, l'aide qu'on demande vaut mieux que l'aide qu'on impose. Si je t'avais donné de l'argent à la première difficulté, tu n'aurais jamais appris à te débrouiller. Et surtout, tu n'aurais jamais découvert de quoi tu étais vraiment capable. Antoine a hoché la tête lentement. Et puis, ai-je continué, il fallait que tu comprennes par toi-même que l'argent ne justifie jamais d'abandonner ce qu'on aime. Même en étant ruiné, tu aurais dû trouver une solution pour t'occuper de moi. Tu as raison, j'ai été lâche. Tu as été humain, Antoine. Imparfait, faible, mais humain. Et un humain, ça peut changer, ça peut s'améliorer, ça peut devenir meilleur. Ce soir-là, Antoine est resté dîner avec moi. Nous avons parlé de tout et de rien, comme nous ne l'avions plus fait depuis qu'il était adolescent. Il m'a raconté ses projets pour sa société, ses espoirs pour ses enfants, ses réconciliations avec Nathalie qui avait finalement compris qu'elle avait affaire à un homme nouveau. « Papa, est-ce que maman savait? Pour l'argent, pour tes activités? Ta mère savait tout. C'est même elle qui m'a aidé à créer les premières sociétés écrans. Elle avait fait des études de comptabilité avant notre mariage, tu sais? Et elle était d'accord. Elle était d'accord parce qu'elle savait que je ne faisais rien d'illégal. Je ne blanchissais pas d'argent sale, je ne participais à aucun trafic. Je rendais des services techniques à des gens qui avaient besoin de discrétion. Créer des cachettes, modifier des meubles, faire disparaître des traces. Rien de bien méchant. Antoine a souri pour la première fois de la soirée. En fait, tu étais une sorte de James Bond de la menuiserie. Disons plutôt un artisan discret avec une clientèle très particulière. 3 mois plus tard, Antoine m'a invité à un événement particulier. L'inauguration des nouveaux bureaux de Dubois & Associés dans un immeuble haussmannien du 11e arrondissement. Avec les 200 000 euros, il avait non seulement stabilisé sa société, mais il l'avait aussi développée. Il employait maintenant 6 personnes et avait des contrats signés jusqu'à la fin de l'année suivante. Lors de la petite cérémonie d'inauguration, en présence de sa famille, de ses employés et de quelques clients, Antoine a pris la parole. « Je voudrais dédier cette réussite à mon père, Henri Dubois. Il y a 2 ans, j'ai commis l'erreur la plus grave de ma vie. J'ai abandonné cet homme extraordinaire au moment où il avait le plus besoin de moi. Et au lieu de me punir, il m'a tendu la main.
Il m'a donné une seconde chance que je ne méritais pas. Il s'est tourné vers moi, les yeux brillants d'émotion. Papa, tu m'as appris que l'amour d'un père ne connaît pas de limite, même quand son fils le déçoit, même quand son fils le trahit. Cet amour reste intact. Et moi, je veux que mes enfants sachent qu'ils auront toujours en moi le même amour inconditionnel. Lucas et Emma étaient venus l'entourer, et Nathalie avait posé sa main sur son épaule. La famille Dubois était réunie, plus forte que jamais. Après la cérémonie, alors que nous rentrions ensemble vers Belleville, Antoine m'a dit quelque chose qui m'a profondément ému. « Papa, est-ce que tu peux me pardonner un jour? Vraiment pardonner? » « Antoine, je t'ai déjà pardonné. Le jour où tu es venu me chercher au jardin de Seine. » « Non, ce n'est pas vrai. Je le vois dans tes yeux parfois. Cette méfiance, cette distance. Tu m'aimes, mais tu ne me fais plus confiance. » Il avait raison. Malgré tous ses efforts, malgré sa transformation, une partie de moi restait sur ses gardes. Antoine, la confiance, ça se reconstruit jour après jour. Et toi, depuis 1 an, tu l'as reconstruit pierre par pierre. Un jour, peut-être. Papa, j'ai une proposition à te faire. Je t'écoute. Viens vivre chez nous, pas par obligation, pas par culpabilité, mais parce que nos enfants ont besoin de leur grand-père, parce que Nathalie t'apprécie maintenant, et parce que moi, j'ai envie de rattraper toutes ces années où j'ai été un fils indigne. J'ai regardé par la vitre du taxi les rues de Paris qui défilaient. Mon petit appartement de Belleville, mes habitudes de célibataire, ma liberté, tout cela m'était cher. Mais la perspective de finir mes jours entouré de ma famille, de voir grandir mes petits-enfants au quotidien, d'être là pour les moments importants. Antoine, laisse-moi réfléchir. 2 semaines plus tard, j'ai donné ma réponse. Oui, j'irai vivre chez eux. Mais pas tout de suite. Dans 6 mois, quand ils auraient aménagé la chambre d'amis, quand les enfants se seraient habitués à l'idée, quand tout le monde serait prêt. En attendant, j'ai pris une autre décision. J'ai modifié une dernière fois mon testament. Les 600 000 € destinés à Lucas et Emma, je les ai maintenus. Mais les 1,2 million destinés à la fondation, je les ai partagés. 600 000 pour la fondation et 600 000 pour Antoine, à condition qu'il s'engage à continuer à s'occuper de moi jusqu'à la fin de mes jours. Car, voyez-vous, pardonner, c'est bien. Mais s'assurer que l'histoire ne se répète pas, c'est mieux. Aujourd'hui, 6 mois plus tard, je vis dans cette belle maison de Neuilly-sur-Seine qu'Antoine a achetée avec une partie de mes 200 000 €. J'ai ma chambre, ma salle de bain, et surtout, j'ai ma famille. Lucas vient me voir tous les soirs pour que je l'aide avec ses devoirs de mathématiques. Emma me raconte ses histoires de cœur d'adolescente. Nathalie m'a adopté comme le père qu'elle n'a jamais eu. Et Antoine est redevenu le fils dont je rêvais. Il n'y a pas un jour où il ne me demande si je vais bien, si j'ai besoin de quelque chose, si je suis heureux. Parfois j'ai envie de lui dire d'arrêter, que c'en est presque trop. Mais je me retiens, parce que je sais que cette attention constante, c'est sa façon de se racheter. C'est sa pénitence volontaire. Et puis, secrètement, j'avoue que ça me fait du bien. À 75 ans, se sentir aimé, entouré, respecté, c'est le plus beau cadeau qu'on puisse recevoir. L'autre jour, Antoine m'a dit quelque chose qui m'a fait sourire. « Papa, tu sais ce que m'ont appris ces 2 dernières années? Dis-moi, qu'un père, ça ne se remplace jamais. Qu'on peut trahir son père, le décevoir, l'abandonner, mais qu'au final, il reste irremplaçable. Et que quand on a la chance d'avoir un père comme toi, la moindre des choses, c'est de s'en montrer digne. » Voilà l'histoire d'Henri Dubois, 75 ans, qui a été abandonné par son fils dans un hôpital parisien et qui a transformé cette trahison en leçon de vie. Une histoire qui prouve que même dans les familles les plus abîmées, l'amour peut triompher, à condition d'être patient, ferme et surtout de ne jamais cesser d'espérer. Car un fils peut oublier son père, mais un père n'oublie jamais son fils. Et parfois, c'est cette différence qui sauve tout.